Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci beaucoup à tous les invités, toutes les personnes qui sont intervenues et à tous ceux qui vont écouter. Monsieur le sénateur nous a parlé de choses très importantes. Il nous a parlé d'une tradition très importante fondée par Joseph de Maistre. Il nous a rappelé que l'homme est un être libre, mais la liberté, c'est un choix. C'est la liberté de choisir entre le bien et le mal. Et c'est ça la liberté. C'est ça la liberté de l'homme. C'est de choisir tel ou tel chemin, le chemin vers le bien ou le chemin vers le mal. C'est ce sujet qui sera au cœur de notre discussion et nous allons bien sûr parler d'une manière tout à fait libre et ouverte. Parce que Nicolas Berdyaev, c'est un des rares philosophes de liberté. Pour Nicolas Berdyaev, la liberté, c'était la source de tout, c'était l'origine de tout. Il disait que, même, c'était très osé de sa part de dire que la liberté est avant Dieu, bien même avant Dieu. Donc c'était aussi l'originalité de sa pensée. Et là, nous allons passer au premier volet de notre séminaire et je voudrais passer la parole pour poursuivre notre discussion à mon collègue de notre institut, le professeur de l'université de Moscou, Boris Medjouiev. Bonjour. Le premier volet de notre discussion s'appelle La genèse de la pensée conservatrice, contours franco-russes. Avant de commencer ce premier volet, je voudrais vous dire que notre discussion d'aujourd'hui est dans la continuité d'une grande tradition de recherche philosophique. En France, en Russie, des recherches menées par des Français en Russie. Si on pense au grand rôle que Joseph de Maistre a joué pour le conservatisme russe au début, pour ses fondations au début du XIXe siècle. En 1893, Vladimir Solovyov a poursuivi cette continuité avec son discours de Paris qui n'a malheureusement pas encore été publié. Il avait souhaité le publier dans le journal de Marseille. Et finalement, cet exposé n'est connu que grâce aux articles qui ont été écrits postérieurement. Solovyov avait dit alors que pour obtenir une unité réelle entre la France et la Russie, les intérêts politiques bien compris ne suffisent pas. Il faut une compréhension philosophique, compréhension religieuse et une entente religieuse et philosophique entre les traditions culturelles de nos deux pays. Et Berdyaev conclut et poursuit cette continuité à l'époque de la Première Guerre mondiale, à l'époque où beaucoup de philosophes russes, avec Berdyaev, saluaient cette union qui s'est créée à la fois à l'Est et à l'Ouest, sur le front Est et sur le front Ouest de la Première Guerre mondiale. Je pense que jamais dans l'histoire de la Russie, il n'y a eu un allié aussi authentique que la France, puisque cette union qui s'est créée et qui s'est consolidée en 1914, c'est probablement l'alliance la plus forte, la plus solide que la Russie n'ait jamais conclue avec un pays européen. Et beaucoup de philosophes, beaucoup de chercheurs russes ont essayé de comprendre les fondations et les raisons profondes de cette alliance, de cette unité. Parce que la France a déclaré la guerre à l'Allemagne, parce que l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, et les Russes ont aidé les Français lorsque les Allemands les ont attaqués. Alors, pour commencer notre premier volet, je voudrais donner la parole à nos collègues français, et le premier exposé sera un exposé qui n'est pas annoncé dans le programme que vous avez entre les mains. C'est le professeur de la Sorbonne, M. Pierre Magnard, qui nous parlera et qui nous présentera le sujet de son propre exposé. Et ensuite, nous suivrons le programme que vous avez entre les mains. M. Magnard, professeur Magnard, vous avez la parole. Vous avez peut-être besoin d'un micro. Il faut dire que nous avons prévu que M. Magnard parlerait, que le professeur parlerait à la fin de notre premier volet. Alors peut-être que nous suivrons d'abord le programme et nous conclurons par l'intervention de M. Magnard. Nicolas Tendler, êtes-vous présent? C'est à vous, monsieur.
Alors, on a une petite confusion. Alors, professeur Tandler, d'abord, et le professeur Magnard conclura donc ce premier volet. Le professeur Pierre Magnard a eu la malchance d'être mon professeur. Je lui en suis profondément reconnaissant et j'admire énormément son œuvre qui est essentielle pour le souvenir de la tradition et de l'espérance de la pensée de la philosophie française. Je suis très honoré par l'accueil de Monseigneur qui m'a toujours précédé dans les voies de la recherche de la vérité. Il a été mon inspirateur tout au long de ce chemin. Et je sais gré au sénateur Sellier des paroles fortes qu'il a prononcées au début de cette séance en se donnant pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour celui qui entreprend avec nous tous aujourd'hui un réarmement moral de la France. Et c'est dans cette perspective que vous m'avez demandé de dire quelques mots d'une œuvre de Joseph de Maistre. Bien que n'étant pas spécialiste, mais ayant eu l'honneur de programmer l'œuvre de Maistre à la Sorbonne quand je fus responsable de l'enseignement de la philosophie dans cette maison, en particulier lors de la sinistre cérémonie de 1989, où j'imposais Maistre comme le seul témoin de la dignité française pour cette triste époque. Alors, j'ai choisi de vous dire quelques mots d'un livre qui a une très grande actualité aujourd'hui, c'est Considérations sur la France. En 1797, paraît à Neuchâtel, sans nom d'auteur, un ouvrage qui alors ne fit pas grand bruit et dut attendre 1814 pour avoir un réel retentissement. Considération sur la France. Le directoire, en place depuis 1795, laisse augurer la fin de la Révolution. Le résultat des élections de Germinal en 5 fait espérer le retour de la monarchie. C'est toutefois sans compter sur les libéraux. Ils s'appellent à l'époque Benjamin Constant et Madame de Staël, et ils veulent, comme aujourd'hui les gens de la même appellation, une sorte de réforme ou de restauration à moindre prix. Rétablir l'ordre public sans en faire les frais, repoussant l'idée d'une rupture radicale avec un passé pourtant réputé en tout point ruineux, car, comme ils le disent, comme aujourd'hui leurs séides le disent aussi, renverser la table entraînerait des perturbations sans fin, et pourquoi pas la casse civile. On l'entend encore tous les jours de la part de notre Premier ministre. La contre-révolution serait donc, selon eux, meurtrière. Il était temps qu'un analyste se penche sur le phénomène. Qu'est-ce que la révolution, considérée dans ses causes prochaines et dans ses effets immédiats, mais aussi et surtout dans ses principes et dans ses sources? C'est ce à quoi va s'attacher Joseph de Maistre. Il s'agit, pour Maistre, de rendre plausible la restauration au moment historique où elle est possible, et où les libéraux en charge du directoire jouent le compromis, afin de ne rien changer en profondeur et de perpétuer des erreurs qui pourtant ont fait largement la preuve de leur nocivité. Il faut appeler les choses par leur nom, plutôt que de tout édulcorer, sous le prétexte fallacieux de rassembler. Benjamin Constant n'a-t-il pas osé signer une brochure intitulée « De la force du gouvernement actuel et de la nécessité de s'y rallier »
Vous voyez comme il est actuel, notre Benjamin Constant. Il est un peu le maître des 6 que nous avons vus sur le petit écran. Et d'invoquer l'évolution des mentalités. Face à cette lâcheté, il faut frapper très fort. Le mal est plus profond qu'on peut le croire. Pour terrasser la bête révolutionnaire, il faut en comprendre la nature. Et Joseph de Maistre va s'exprimer en inspiré, faisant preuve d'un souffle prophétique. Mais dans ces lignes qui figurent dans la première ébauche du texte, n'aurait-on pas la clé précisément de ce petit livre? Je cite: « Élevons-nous surtout à de grandes pensées et voyons dans la Révolution française ce qu'il faut y voir, un jugement terrible pour ce moment présent et une régénération infaillible pour celui qui suivra. Il s'en faut donc beaucoup que le sang innocent qui coule aujourd'hui soit inutile au monde. Tout à sa raison que nous connaîtrons un jour. Le sang de la céleste Élisabeth était peut-être nécessaire pour faire équilibre dans le plan général au tribunal révolutionnaire. Et celui de Louis XVI sauvera peut-être la France. » Fin de citation. La Révolution est donc un jugement de Dieu qui prélude au plus merveilleux des redressements. Maistre dit en avoir eu la révélation dans une illumination. Faute de temps, je voudrais simplement dégager le ressort du providentialisme mestrien. Et je me contenterai de commenter la première ligne des considérations. Je cite: « Nous sommes tous attachés au trône de l'être suprême par une chaîne souple qui nous retient sans nous asservir. L'universel des choses est intangible. Il se déploie selon les décrets de Dieu. Les libres volontés des hommes s'y inscrivent, trouvant leur réalisation et leurs conséquences dans cet ordre universel auquel elles ne peuvent rien changer, de sorte que les hommes peuvent être des êtres libres, mais ils sont justement dit librement esclaves. Imaginez cette chaîne. Vous avez pu remarquer qu'elle ne nous relie pas à la main de Dieu, mais à son trône. Et c'est cet effet mécanique qui fait en sorte que toutes nos actions vont devoir s'inscrire dans un plan divin, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise. Autrement dit, Dieu ne détermine pas nos actions, il leur donne de la conséquence. Ces actions sont conséquentes, suivies des faits, en raison précisément de cette attache au trône de Dieu. Ce qui veut dire que si nous vivons selon les desseins divins, il est évident que nos actions seront suivies des meilleurs effets, des plus fécondes conséquences. Mais si, dans cette attache qui ne laisse de nous tenir et de nous retenir, nous allons à l'encontre des projets divins, il est évident que les conséquences de nos gestes mauvais seront catastrophiques, amplifiées précisément par le fait que nous ne sommes pas maîtres des conséquences, mais simplement des principes. Et c'est ça qui permet à Joseph de Maistre de rendre compte de ce que l'on vient de voir dans la France sinistrée. Des gens qui sont des médiocres, quelquefois des êtres absolument nuls, vont réussir leur projet de conduire ce qu'ils appellent le char révolutionnaire, avec un succès qui semble les créditer d'une certaine confiance populaire, tout simplement parce que leurs actions s'inscrivant dans le plan divin auront toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir. Et ainsi, Maistre
nous explique comment des hommes sans génie et sans connaissance ont fort bien conduit ce qu'ils appelaient le char révolutionnaire. Ils ont toujours marché en avant sans regarder derrière eux. Et tout leur a réussi parce qu'ils n'étaient que les instruments d'une force qui en savait plus qu'eux. Ils n'ont pas fait de faute dans leur carrière révolutionnaire par la raison que le flûteur de Vaucanson ne fit jamais de fausses notes. Autrement dit, nous nous trouvons en présence de véritables automates. On pourrait dire que ce qu'analyse Mestre à cette époque est d'une actualité terrible. Nous sommes conduits par des pantins, par des fantoches, par des automates, qui ne laissent pas de réussir dans leur malversation et dans leur crime, du fait précisément que la puissance divine a voulu attacher à tous nos actes, bons ou mauvais, toutes les conséquences qu'ils pouvaient avoir. Et c'est cela qui amène Mestre à s'interroger sur ce qui pourrait mettre un terme à cette machination sinistre. Lorsque l'homme travaille pour établir l'ordre, il s'associe avec l'auteur de l'ordre. Il est favorisé par la nature, c'est-à-dire par l'ensemble des causes secondes, qui sont les ministres de la divinité. Son action a quelque chose de divin. Elle est tout à la fois douce et impérieuse. Elle ne force rien et rien ne lui résiste. En disposant, elle assainit à mesure qu'elle espère, qu'elle opère. On voit cesser cette inquiétude et cette agitation pénible qui est l'effet et le signe des hommes. Et ainsi, à partir de là, Mestre nous propose la seule alternative possible. Que faut-il faire? Il faut rendre l'ordre naturel efficient et s'inscrire dans cet ordre même. Et l'on échappera à cette mécanisation de la vie politique et sociale. Mais comment cela? Comment cela? Eh bien, précisément, en réinscrivant nos actions dans cet ordre. Ce que Joseph de Maistre propose, ce n'est pas une contre-révolution, quoi qu'on ait dit. Absolument pas. Car une contre-révolution relèverait encore d'une mécanique de la violence. Mais ce que propose Joseph de Maistre, c'est retrouver l'ordre naturel des choses et y inscrire nos actions, qui alors porteront fruit et seront suivies de conséquences réjouissantes pour les populations. Encore faut-il s'inscrire dans cet ordre. Il faudra laisser jouer de lui-même, spontanément, cet ordre naturel. C'est tout cela qu'il propose, et non pas, je le répète, une contre-révolution. Retrouver l'ordre naturel des choses. Et alors, il propose sans cesse la considération de cet ordre en levant tous les obstacles qu'on lui pourrait proposer. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des réformateurs qui vous disent « je vais réformer, je vais changer cela, mais je ne reviendrai pas sur les lois scélérates qui se sont inscrites contre l'ordre naturel. Elles sont maintenant dans la Constitution, on ne les touche plus. » Mais ne voyez-vous pas qu'il s'agit là d'une mystification sans pareil? Car si on ne s'inscrit pas dans l'ordre naturel des choses, comment voulez-vous que la santé du corps social revienne? La santé du corps social ne pourra revenir que si on laisse jouer l'ordre naturel. Il ne s'agit pas de proposer des remèdes draconiens, brutaux, terribles. Il s'agit simplement de retrouver l'ordre naturel des choses et d'inscrire nos actions dans cet ordre. C'est cela que proposait Mestre.
Retrouver l'ordre naturel des choses, purement et simplement. Спасибо, профессор Маньяр. У нас сейчас... Manière. Je termine. Ah, Simplement, c'est que Mestre a été prophète. Il nous explique que les restaurations ne se payent pas de concessions. Il justifie par avance la noble attitude qui sera celle du comte de Chambord, qui ne pouvait pas concéder sur des points régaliens ce qui eût été signé son propre arrêt de mort. Et aujourd'hui, à qui ferons-nous confiance? À ceux qui ne feront aucune concession sur le fond et qui comprendront que la restauration n'est que dans le retour à l'ordre naturel. Merci. Merci beaucoup. Nous avons encore une petite heure devant nous ce matin. Il nous faut un règlement pour que tout le monde puisse travailler. Je propose qu'on donne 10 minutes à chaque exposant. Nous continuons ce sujet de la politique et de la religion. Joseph de Maistre a soulevé cette question de manière très énergique et les penseurs russes et philosophes russes ont continué à travailler sur ce sujet. Et je vais donc donner la parole à Nicolas Tendler. Le sujet de son exposé est Joseph de Maistre, penseur politique et religieux.